Je m'appelle Tigran Yegavian, je suis membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflit et je suis chercheur au CF2R, qui est le Centre français de recherche sur le renseignement. Alors déjà, on est dans le Caucase. Alors, le Caucase, c'est une région en fait, qui est marquée par une très très forte diversité ethno-linguistique. C'est à la fois beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens, et c'est une région qui est en fait à la périphérie des empires. C'est une zone d'influence russe historiquement depuis la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. C'est une zone d'influence iranienne aussi, puisque une grande partie du Caucase Sud, la Transcaucasie, en fait, était sous domination persane. Et il y a aussi une ère d'influence turque, puisque une grande partie aussi des peuples du Caucase sont turcophones. Si vous voulez, le grand pas en avant, c'est 1988, la période de ce qu'on appelle la perestroïka. Donc, il y a un pouvoir soviétique, un nouveau pouvoir soviétique à Moscou qui se met en place sous Gorbatchev et qui veut libéraliser le système et opérer beaucoup de réformes. Et donc, les Arméniens du Karabakh profitent de cette occasion pour leur dire, bah voilà, nous, en fait, on veut se rattacher à l'Arménie, mais dans un cadre légal. Et la réponse, en fait, des Soviétiques, que ce soit à Moscou et à Bakou, est très, très violente. Elle se traduit par des pogroms, par des massacres, en fait, d'Arméniens. Il y a une sorte de montée en puissance des nationalismes à la fois en Arménie et en Azerbaïdjan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire retiendra peut-être que c'est le jour de Noël que l'Union soviétique a définitivement disparu. Son dernier représentant, Mikhail Gorbatchev, a annoncé sa démission ce soir à la télévision. Le règlement du conflit du Karabakh a été confié à un groupe de médiation qui s'appelle le groupe de Minsk, sous l'égide de l'OSCE en 1992, co-dirigé par trois grandes puissances, la France, les États-Unis et la Russie. Les deux parties se sont enterrées dans des positions maximalistes. C'est-à-dire les Arméniens, eux, pensaient naïvement que la victoire militaire se traduirait par une victoire politique, ce qui n'est absolument pas le cas. Du côté azerbaïdjanais, il y a le sentiment d'humiliation, puisque c'est à peu près 20% de leur territoire qui leur échappe. Ils ont dû affaire avec 800 à 900 000 réfugiés. Et donc, l'Azerbaïdjan, qui est un régime autoritaire, un régime qui est riche de sa rente pétrolière, a patiemment en fait, reconstruit son armée dans la perspective d'une revanche et surtout a entretenu une sorte d'arménophobie hystérique. Et en 2016, le régime Aliyev donc, attaque le Karabakh en avril, donc une guerre qui dure à peu près 4 jours, qui se solde par des gains territoriaux très minimes. Et à l'époque, c'est la Russie donc, de Poutine qui arrive à obtenir un cessez-le-feu assez rapidement. Les Azeris ont fait une guerre à distance grâce à leurs drones kamikazes qui ont permis en fait de neutraliser toutes les positions militaires arméniennes. Les Arméniens n'étaient pas préparés à cette guerre. Les Russes en fait sont liés à l'Arménie par une alliance militaire. L'Arménie dépend beaucoup de la Russie pour sa sécurité, pour le contrôle de la frontière avec la Turquie. Elle dépend énormément de la Russie pour son approvisionnement en gaz. De son côté, l'Azerbaïdjan ne dépend pas autant de la Russie, d'un pays qui est géostratégiquement beaucoup plus fort. Hein. Ils ont la mer Caspienne, ils ont un partenariat très fort avec Israël. L'État d'Israël est le premier fournisseur d'armes à l'Azerbaïdjan. Ça lui vend des drones de dernière génération, des drones kamikazes qui ont, on a vu, fait la différence pendant cette guerre, hein, parce que c'est une guerre de 4e génération qui a eu lieu. La Turquie met un pied dans le Caucase. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisque le Caucase était considéré comme une région sous sphère d'influence russe. Les forces spéciales turques, l'état-major turc s'est déployé en Azerbaïdjan quelques semaines avant le conflit et ont pris une part très active au déroulement des hostilités.
Et ils l'ont fait aussi via l'importation de mercenaires de Syrie. Il y a eu à peu près 2000 à 2500 mercenaires qui ont été recrutés dans le nord de la Syrie par des agences turques. Qui en fait, elle veut avoir une place dans ce conflit. Elle se sent écartée alors que c'était la France, la Russie et les États-Unis qui étaient les parrains au fait, du conflit. La Turquie n'est pas satisfaite de ce format. Elle veut bousculer, elle veut faire un nouveau format de négociation et elle veut faire en fait de cette région une sorte de condominium russo-turc comme elle l'a fait en Syrie, en format Astana. Le processus d'Astana, c'est un processus russo-turc de règlement du conflit syrien qui en fait a permis d'écarter les Occidentaux en disant voilà, bon, les Russes, vous êtes les parrains des Arméniens, nous on est les parrains des Azéris, on met les Américains et les Français hors de la table des négociations. Et puis il faut parler aussi de l'Iran qui t'inquiète en fait d'un changement de statu quo parce que l'Iran est un pays chiite comme l'Azerbaïdjan, un pays où il y a à peu près 30% d'Azéris, donc ils ne peuvent pas prendre position contre les Azéris non plus, mais ils sont très inquiets qu'en Azerbaïdjan, il y ait une vraie proximité avec l'État d'Israël. Il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur d'un côté la faiblesse des Occidentaux qui n'ont pas été en mesure d'apporter une solution politique à ce conflit, mais aussi leur participation à ce conflit de façon, on va dire, discrète. La Turquie est quand même un membre de l'OTAN. À ce jour, l'OTAN n'a pas désavoué la Turquie. L'OTAN n'a pas critiqué la participation turque dans ce conflit, alors qu'elle était explicite. La Turquie n'a jamais appelé au cessez-le-feu. La Turquie a appelé à la victoire de l'Azerbaïdjan totale. Et c'est quand même délicat, puisqu'on parle d'un État qui importe des djihadistes. Les opinions publiques occidentales, déjà, bah, elles avaient beaucoup à faire avec la pandémie et avec les élections américaines. Il y a une réaction d'une opinion publique, on va dire, d'intellectuels occidentaux, français surtout, qui est plutôt hostile à la Turquie et qui présente ce conflit comme un choc de civilisation. Vous avez les Arméniens, ils sont perçus comme des chrétiens d'Orient, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 5-6 ans. C'est quelque chose de nouveau. C'est Michel Onfray, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est les chrétiens d'Orient, SOS chrétiens d'Orient, qui sont sensibles à la cause arménienne, mais qui ne la voient à travers leur propre vision du monde. C'est-à-dire qu'on est un Occident qui est démonétisé, un Occident qui a perdu ses valeurs, un Occident qui se couche devant la Turquie, qui pratique un chantage aux migrants. C'est juste que c'est nouveau. Et ce n'est pas certainement incomplet, parce qu'il faudrait rajouter d'autres critères de lecture, mais c'est quelque chose qui est assez significatif. Et puis, vous avez ceux qui soutiennent l'Azerbaïdjan parce que voilà, il y a le droit international, le droit à l'intégrité territoriale, si vous voulez, est plus important que le droit à l'autodétermination. Donc, avant d'être une défaite militaire, pour les Arméniens, c'est une défaite politique, c'est une défaite diplomatique. Et c'est quelque chose qui est important parce que ça doit remettre en question aussi le rôle des élites arméniennes au cours de ces 20 dernières années. Un rôle, on va dire, assez néfaste parce qu'elles ont pillé déjà les ressources. Et donc, ça s'est fait au détriment de l'intérêt de la population parce qu'il y a eu une captation des ressources, des monopoles, des oligarques, une grosse émigration. Ce qu'on a pu observer dans ce conflit de 6 semaines, c'est une sorte de globalisation des enjeux. Désormais, on n'est plus dans la sphère du Caucase, on est dans une autre configuration dans laquelle le Karabakh n'est qu'une carte. Dans la confrontation qui oppose les Russes et les Turcs en Méditerranée orientale, au Moyen-Orient. Est-ce que les Azéris vont répéter la même erreur que les Arméniens en 1994, en considérant que le conflit est terminé parce qu'ils ont eu l'avantage militaire?